Bien, alors, donc nous allons cette fois réellement commencer, vu que je crois que les participants sont arrivés. Bien, alors la façon dont nous allons nous organiser, c'est de vous parler donc de ce fameux statut auto-entrepreneur durant à peu près 45 minutes. Et puis à la fin de notre webinaire, nous répondrons, donc Gersand et moi-même, aux questions qui auront été posées dans le chat, donc, qui est à votre disposition. Donc, durant l'intervention, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Ensuite, nous ferons une petite synthèse de toutes les questions qui seront posées. Et voilà, en l'espace d'un quart d'heure, j'espère que ça sera suffisant. Nous essaierons de répondre donc à toutes ces questions. Voilà. Donc, il y aura 6 thèmes. Hein, nous allons dérouler ce sujet sur 6 thèmes. Donc, en échange avec moi-même et Gersand qui est coach vocal et professeur de chant. Démarrons ce sujet. Alors déjà, en fait, nous allons le faire, vous allez voir, de façon très chronologique. Tout d'abord, donc la création de ce statut auto-entrepreneur. Alors, pour certains ici présents, c'est un sujet déjà passé, pour d'autres pas encore. Voilà, on va faire comme si tous les sujets étaient nouveaux pour tout le monde. Ça sera, je pense, la meilleure façon de fonctionner. Je vais tout de suite poser la question à Gersand, qui a donc cette expérience, hein, donc à savoir comment se passent les conseils autour de cette première étape si vous n'avez pas encore passé ce cap de création de l'auto-entreprise. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole, Christophe. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas passer par une boîte de création d'auto-entreprise comme Portail auto-entrepreneur, parce que eux, en fait, ils savent pas trop ce que c'est le statut de professeur de chant. Moi, j'ai eu la malheureuse expérience qu'on m'ouvre une boîte en tant que je ne sais plus trop quoi, organisation de foire, art, etc. Et je me suis retrouvée avec un code pour être au tribunal du commerce. Donc, j'étais commerçante, ce qui fait que j'avais d'autres taxes à payer en plus. Donc, ne passez pas par ces boîtes-là. Ils ne savent pas comment faire en fait pour avoir le bon code, le bon cabis, le bon code NAF. Du coup, moi, j'ai dû refaire des choses, j'ai dû fermer mon entreprise, etc. C'est des choses qui sont très, très longues, très complexes. Donc, faites-le directement bien. Et je crois que Christophe a la bonne réponse pour ceux qui veulent créer directement leur auto-entreprise. C'est quand même mieux de se mettre directement sur le bon statut, qui est donc professeur d'art d'agrément. C'est ça, Christophe? Alors, non, vos professeurs d'art d'agrément, là, ça c'est une question qui concerne la législation. Après, nous verrons. Pour ce qui est du domaine d'activité, alors il y a plusieurs possibilités. Hein. D'ailleurs, je pense que Gersand, tu vas le compléter. Mais il y a donc un domaine d'activité que vous pouvez sélectionner qui est professeur et formateur indépendant. Voilà. Et ensuite, il y a une sorte j'allais dire, de sous-rubrique activité qui peut être choisie comme professeur indépendant de musique. Voilà, donc ce qui paraît éventuellement évidemment le plus naturel par rapport à l'activité de l'enseignement. Gersand, toi-même, je crois que nous en avions parlé, il y a aussi d'autres choix possibles. Alors, moi, j'ai pris enseignement culturel. Voilà. Voilà, j'ai pris enseignement culturel, je trouvais que c'était plutôt approprié comme professeur de chant. Voilà, c'était assez large. Ça regroupe l'artistique et la culture, donc c'était plutôt pas mal pour ma part. Très bien. Et puis, donc, sur cette première étape, là, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, Gersand, c'est le fait que vous êtes bien dans une activité à bénéfices non commerciaux. Justement, ça, c'est très important. Hein, il y a les activités donc qui sont imposables sur des activités de commerce. Donc, l'erreur qu'a fait ce site-là. Voilà, donc vous êtes bien, enfin, en tant qu'enseignant, on est bien dans le domaine des activités à bénéfices non commerciaux. Hein, ça aussi, Ouais, c'est quand même très important en amont. exactement. Et si je peux compléter, en fait, ce sera vraiment que du service. Vous n'avez pas d'artisanat ni de commerce. C'est ce qui vous permet en fait de ne pas avoir à payer de TVA. Très important pour ça. On n'a pas besoin de payer la TVA à nous, les professeurs de chant. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur cette première étape, Gersand, Oui, il y a un super article sur le blog d'Unisic sur ce sujet, si vous avez oublié des petites choses, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, qui est très très bien fait. Donc je vous invite à aller regarder sur le blog d'Unisic ce super article. Voilà. Voilà. Et donc, d'ailleurs, dans cet article,
Donc, il est bien mentionné une chose que l'on trouve sur les sites, mais qui est réelle, hein, sur les délais. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez fait cette démarche, bon, souvent vendue comme une démarche en quelques clics, bon, ce qui est à peu près le cas. Mais alors après, évidemment, il y a quand même le temps de recevoir donc un numéro un SIRET de la part de l'URSSAF, ensuite une affiliation, une immatriculation, etc., etc. Bon, en fait, il y a, on va dire, 15 jours pour déjà recevoir une première information de l'URSSAF qui vous permet de débuter votre activité, hein, véritablement. Après, la déclaration peut se faire avec encore un délai de, je crois, 15 jours ou 3 semaines supplémentaires. Hein, voilà. Donc, on va dire sur un bon mois, entre le moment où vous êtes allé faire ces quelques clics sur le site et votre statut totalement déclaré auprès de l'URSSAF, voilà, ce sera le délai. Alors, maintenant, l'aspect déclaratif, hein, parce que c'est aussi ça quelque chose qui fait peur, parce qu'on parle de l'URSSAF, les déclarations, les exigences, l'administration, le suivi, le contrôle, les pénalités, etc., etc., etc. Voilà. Donc, Gersande, comment se passe ces étapes déclaratives, comment ça se fait, est-ce que c'est simple, compliqué, quel rythme, etc., etc., etc. Alors, la première chose que je peux dire, c'est il y a juste besoin d'Excel pour faire votre compta. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel de comptabilité qui est beaucoup plus complexe. C'est largement suffisant pour faire vos comptes. Et moi, ma déclaration, elle me prend 30 secondes par mois. Si toute la compta est faite au fur et à mesure de votre mois, si vous mettez à chaque fois ce que vous gagnez, etc., il n'y a pas de souci. Vous avez juste à mettre en fait dans une case qui est donc pour les services, pas pour l'artisanat ni le commerçant. Et après, vous avez tout de suite juste à faire valider et vous pouvez tout de suite payer aussi en télépaiement. Moi, j'ai choisi de le faire tous les mois. Comme ça, j'ai un réel suivi, comme si j'avais en fait, entre guillemets, des fiches de paye. Parce que je trouve que c'est plus simple aussi parce que je me fais des graphes, etc. dans mon tableur Excel. Mais aussi, on peut avoir tous les trimestres, je crois. C'est ça, Christophe? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le rythme, alors je crois même, hein, bon, ça, de toute façon, peu importe, parce que vous vous laissez guider, ne vous inquiétez pas, l'URSSAF suit ça de près, donc vous êtes prévenu sur le rythme. Mais par défaut, si vous ne faites rien, vous êtes sur un rythme trimestriel. Mais vous pouvez très bien, avec, toujours pareil, avec un petit clic, choisir donc un rythme mensuel. Voilà. Alors, après, j'allais dire, chacun voit un peu quel est le rythme le plus adapté, peu importe au bout du compte, hein, sur le coup. Gersand, là, tu me disais que toi-même, tu étais sur un rythme mensuel. Bon, le rythme mensuel, comme ça, évidemment, chaque mois, ça permet vraiment de savoir exactement où on en est, déclarer, savoir ce qu'on doit payer, etc. Le défaut pas le défaut de l'URSSAF, le défaut du trimestre, c'est que c'est vrai que pendant 3 mois, on est un peu voilà, dans du flou par rapport à ce que l'on devrait payer pour l'URSSAF. Voilà. Voilà, mais bon, ça, c'est pas non plus un délai très très long. Le problème du mensuel, eh ben, évidemment, c'est que chaque mois, il faut y aller. Voilà. Et l'avantage du trimestriel, bien, ce n'est que tous les 3 mois, bien sûr. Mais dans les deux cas, je crois que c'est bien ça, Gersand. Dans les deux cas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, l'URSSAF vous prévient en amont avec un petit mail, je crois, une alerte. Hein, Oui, c'est ça. En fait, on peut être prévenu par SMS, on peut être prévenu par mail. On nous prévient un peu avant la fin du mois qu'il va bientôt falloir faire la déclaration. Et même après, il nous renvoie, après quelques jours, après le premier du mois, pour dire est-ce que vous avez bien déclaré? Si vous avez déclaré, ne prenez pas ce mail en compte, etc. Le classique. Mais vraiment, comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Et aussi, il existe une application des URSSAF pour déclarer aussi directement sur son portable. Donc, c'est encore plus cool et elle fonctionne assez bien. Donc, ça, pour ceux qui sont très connectés et qui n'ont pas le temps d'aller sur leur ordinateur, c'est assez pratique. Ouais, très bien. La fenêtre de déclaration, je crois, c'est un mois. Hein. Donc, j'ai rentré le moment. Hein, c'est ça. Hein. On Exactement, a c'est un le mois pour 30. le faire. Donc, vous voyez, c'est pas. C'est ça, l'histoire d'avoir toutes les factures, d'avoir vraiment tous les règlements, parce que parfois, il y a des gens qui sont un petit peu en retard avec des délais de paiement. Mais il y a tout à fait un mois, donc c'est plutôt sympa en plus pour être sûr d'avoir tout bien.
Surtout, parce qu'on pourrait par défaut penser, je n'ai pas eu de rémunération ce mois-ci ou ce trimestre-là, donc je n'ai rien à déclarer. Attention, dans ces cas-là, il faut déclarer zéro. Voilà. Voilà. Mais il faut y aller, il faut mettre zéro. Hein, comme j'aime à le dire, l'administration n'aime pas du tout le vide, donc il y a une grande différence entre rien du tout et zéro. Et l'administration attend zéro. Et si vous n'allez pas déclarer parce que vous dites de toute façon je n'ai rien touché, là effectivement vous risquez d'avoir une pénalité, je crois de l'ordre de 50 euros, enfin quelque chose comme ça. Voilà. Donc vraiment, par contre, ce rythme de déclaratif, même pour zéro, il est à faire impérativement, bien entendu. Bien, alors, donc si on déclare, c'est pour bien payer des charges sociales. Voilà. Donc, ces charges sociales, le montant de ces charges pour un enseignant de musique, il est de 22%. 22%, donc ça, c'est je dirais, les charges sociales. Et il y a un petit supplément au 22% qui est à 0,2% pour la contribution à la formation professionnelle. Voilà, tout ceci est obligatoire. Donc, j'aurais pu vous le dire plus directement. Le taux de cotisation donc, pour les enseignants, il est de 22,2%. Voilà. As-tu quelque chose à ajouter sur ce chiffre? Oui, on peut, quand on est jeune créateur d'entreprise, on a le droit aussi à bénéficier de l'ACRE, qui fait que la première année, on ne paye, on a entre guillemets que 11,5% de cotisation sociale à l'URSSAF à payer sur notre chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Alors, il y a par contre, alors donc là, l'ACRE, hein, c'est aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Voilà. C'est quelque chose qui évolue. Alors, je dois vous dire que faites attention. À l'inverse, il y a un article actuellement sur notre blog que l'on va faire évoluer, mais qui n'est pas tout à fait à jour. Mais il faut dire que je m'aperçois que le dispositif de l'ACRE et donc le droit donc à bénéficier de cette exonération, ou en tout cas de ce taux réduit de charge, il change à peu près chaque année. Voilà. Donc, là où nous en sommes aujourd'hui, en 2022, c'est donc il y a des conditions pour bénéficier de l'ACRE malgré tout. Alors, il y a une liste un peu longue. Hein. Allez sur les sites, vous verrez, vous mettez ACRE, exonération, voilà, pour pouvoir en bénéficier. Mais notamment, il faut être demandeur d'emploi ou moins d'un certain âge, ou ne pas avoir déjà bénéficié de cela, etc. etc. Voilà. Il y a des conditions qui sont assez larges. Hein. Ce n'est pas très restrictif, mais bon, malgré tout. Hein. Et effectivement, contrairement à ce qui est dit dans l'article du blog, attention, comme Gerson vient de le dire, c'est 11%, mais simplement pour une année, de toute façon. Et, au niveau de ce que vous allez devoir payer, hein, donc les charges sociales, ça c'est une chose, mais il y a, en fait, là, cette fois c'est une taxe, ce n'est pas une charge sociale, c'est le CFE, la contribution foncière des entreprises, voilà, de l'impôt foncier pour les entreprises, en fait, en quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. La taxe foncière, voilà, des entreprises. Alors, parce que vous enseignez la musique et que vous êtes professeur d'art d'agrément, vous êtes exonéré de cette taxe, hein, qui est donc la CFE. Vous êtes exonéré de cette taxe. Il faut juste envoyer un formulaire hein, au début de votre création et vous êtes exonéré. Cette fois, il n'y a pas de durée, c'est votre activité, votre type, votre profil d'activité qui vous exonère de cette taxe. Gerson, qu'en penses-tu? As-tu quelque chose? Alors, moi, j'ai appelé les impôts. Pour ça, carrément, vu que moi j'ai un statut qui est un petit peu différent, j'ai mis enseignement culturel. En fait, en général, quand on a une entreprise, quelle que soit l'entreprise, quand on gagne en dessous de 5 000 euros de chiffre d'affaires, on est exonéré de cet impôt. Si on est au-dessus, mais qu'on n'a quand même pas de local, parce que bon, quand on donne des cours à domicile, etc., ou par Skype, par exemple, en fait, là, cette cotisation va se fixer par rapport au chiffre d'affaires de l'année passée, mais ce sera le minimum en fait, du barème.
Donc, il faut faire attention. Moi, par exemple, vu que j'ai un autre type, mais parce que je fais d'autres choses aussi dans mon entreprise, je suis obligée de la payer cette CFE. Mais j'ai vraiment le minimum. Donc, je pense que ça doit être à peu près pas plus de 300 € par an. D'accord. Là, Voilà. et c'est parce que, comme tu dis, tu as une activité qui est au-delà de l'enseignement du chant, c'est ça? Exactement, Voilà. c'est ça. Je suis conseillère D'accord. en art et professeure de chant. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, si vous restez dans le domaine de l'enseignement, voilà, j'ai donné le contexte. Et puis, si vous dépassez ce domaine de l'enseignement, Gersand vient donc de compléter l'information avec une taxe moindre. Voilà. Et j'en profite aussi à ce moment-là de notre webinaire de vraiment vous le signaler. Attention, parce que quand vous créez votre auto-entreprise, alors ce n'est pas grave, hein, mais vous êtes vraiment, vous risquez de recevoir des courriers vous demandant de payer 100 € ceci, 100 €, 120 € cela, avec des sigles et puis des choses qui paraissent très, très administratives, etc. Attention, attention, arnaque, ne pas payer de choses comme ça. Voilà. Et même parfois, il y a des petites confusions volontaires avec ce sigle CFE qui peut englober plein d'autres choses. Voilà. Donc vraiment, voilà. Méfiez-vous, il faut que ce soit tout ce qui est uniquement dans ce cadre-là de cette contribution foncière des entreprises, mais pas autre chose. Vous créez, vous déclarez chaque mois, et donc pour pouvoir payer donc à l'URSSAF, alors ce sont vos charges sociales, hein, c'est votre protection sociale que vous payez. Vous payez ces charges sociales pour bénéficier, bien entendu, d'une couverture sociale. Voilà, et ça, c'est bien sûr tout l'intérêt d'un statut auto-entrepreneur par rapport à une activité éventuellement non déclarée. Voilà, donc cette couverture sociale, Gersand, comment ça se passe, c'est-à-dire de quoi bénéficie-t-on, de quelle façon, etc. Si tu peux déjà un peu partager ton expérience. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que cette année, avant, on avait une couverture sociale qui était la sécurité sociale des indépendants et maintenant, nous sommes juste à la sécurité sociale comme tout le monde. Donc ça, déjà, ça simplifie vachement. Pour les remboursements des frais de médecins, etc., ou de médicaments, ça se passe comme tout le monde. C'est directement fait par la sécurité sociale. Vous avez votre compte Amélie. Ça, il n'y a aucun problème. Si vous avez une mutuelle, ça fonctionne comme avec une mutuelle. Enfin, bon, voilà. Vraiment, là, on est sur du lambda. Et ce qui est aussi pour les arrêts maladie. Donc là, bon, arrêt maladie de Covid, de toute façon, ça s'est généralisé pour tout le monde, il n'y a pas de cas particulier. Ça, ils me l'ont bien dit, on est tous à la même enseigne. J'ai la même enseigne. Par contre, en tant qu'auto-entrepreneur, normalement, quand on est salarié, c'est notre boîte qui fait en sorte que c'est elle qui fait toutes les démarches administratives. Nous, on a juste en fait à envoyer l'arrêt maladie à notre boîte et à l'assurance maladie. Et après, c'est eux qui font toutes les démarches pour le remboursement, pour la compensation pécuniaire, etc. Or, quand on est auto-entrepreneur, c'est à nous d'envoyer des papiers. Il faut bien se renseigner. Moi, quand j'ai eu mon arrêt maladie pour le Covid, parce que j'ai eu le Covid à peu près comme tout le monde, ou presque, j'ai dû envoyer donc tous mes bulletins de déclaration d'URSSAF de toute l'année dernière, ainsi que mon chiffre d'affaires par les impôts. Plus l'arrêt maladie, évidemment, à la sécurité sociale, et ça prend un petit peu plus de temps. Moi, par exemple, je les ai appelés hier, ils avaient oublié mon dossier. Donc, n'hésitez pas à rappeler. Souvent, on n'est jamais trop sûr d'aller vérifier sur votre compte Amélie, parce que personne ne le fera pour vous. Donc, ça, c'est très important. Par contre, donc, pour être plus précis, quand on est micro-entrepreneur, quand on a un arrêt maladie, c'est basé sur notre RAM, donc revenu annuel moyen, qui est le minimum, de toute façon, quoi qu'on gagne, qui est de 4 093,05 centimes. Et celui-ci, en fait, par rapport à la période d'arrêt maladie, c'est divisé par 730 pour être échelonné au fur et à mesure par jour. Voilà. D'accord. Donc, La c'est vraiment division une de 4 indemnité 000. journalière. D'accord, pour avoir l'indemnité journalière. Voilà. Et après, c'est Voilà. multiplié par le nombre de jours d'arrêt. Exactement. D'accord. Très bien. Et ça, c'est le minimum. Évidemment, si on a un chiffre d'affaires supérieur, et bien, ça sera ce chiffre d'affaires qui sera pris en compte, j'imagine. Exactement, c'est ça. D'accord. Très bien. Très bien. Donc là, c'est sur les arrêts maladie. Sur la couverture maladie, c'est-à-dire, j'allais dire remboursement de consultation médecin, médicaments, etc., etc. Ça se passe.
Ah, c'est Voilà. pareil que tout le monde, il n'y a absolument aucun changement. Voilà. Vraiment, après, tout dépend du docteur que vous avez pris, en quel secteur conventionné il est ou il n'est pas, mais ça, c'est encore un autre problème, ça ne concerne pas la micro-entreprise. Voilà. Donc là, c'est quand même, enfin, une petite remarque, hein. Enfin, il y a un véritable avantage, hein, du point de vue social. C'est-à-dire que vous avez des cotisations moindres, 22%, hein, et une couverture maladie qui est équivalente. Concernant le chômage, Gersand. Pour le pôle emploi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, si on est inscrit au pôle emploi, on peut toucher le chômage en même temps que d'être auto-entrepreneur, mais que dans un cas très particulier. Il faut d'abord avoir une fin de contrat sans démission d'un contrat de 6 mois minimum, peu importe si c'est un CDI ou un CDD ou un CDI. Et donc, vous allez avoir une attestation d'employeur qui est valable 2 ans après votre arrêt de travail, enfin la fin de votre contrat. À partir de là, vous allez déclarer, vous allez vous inscrire au Pôle emploi pour ouvrir du coup ce compte. Et à partir du moment où vous avez envoyé votre attestation d'employeur au Pôle emploi en vous inscrivant, vous avez une ouverture de droit qui est valable pendant 5 ans. Et quand en fait on ouvre notre numéro de siret après avoir été inscrit au Pôle emploi, on a 2 manières de bénéficier en fait des aides au chômage. Donc, soit un versement en 2 fois, mais c'est que 45% des aides sur une année, en versement en 2 fois. Ou sinon, vous avez tous les mois comme un chômage et qui va rééquilibrer, qui va compléter en fait votre revenu s'il n'est pas suffisant. D'accord. Et ce qui est sympa, là, j'ai trouvé un très bon article que je pourrais vous partager après, qui est sur le site Scalis, qui explique en fait la compensation, en fait, avec des exemples très concrets de cette allocation chômage par rapport au statut d'auto-entrepreneur. Maintenant, nous allons, donc avant-dernier sujet pour nous, parler de l'intermittence du spectacle et du statut auto-entrepreneur. Il est tout à fait possible de cumuler le statut auto-entrepreneur. Vous pouvez continuer à bénéficier des indemnités liées à l'intermittence du spectacle, même si vous avez créé un statut auto-entrepreneur. Voilà, ce n'est pas parce qu'on pourrait penser vis-à-vis de l'administration que ce statut, tout à coup, fasse tomber vos droits, indemnités en intermittence. Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez donc créer un statut auto-entrepreneur en étant intermittent du spectacle et bénéficiant, bien sûr, des indemnités de l'intermittence du spectacle. Mais il faut impérativement que votre activité d'auto-entreprise ne soit pas celle de musicien-artiste. Voilà, c'est-à-dire que ça ne se superpose pas à votre activité d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire ce pourquoi vous bénéficiez des indemnités parce que vous êtes musicien-artiste. Voilà. Donc, il faut absolument que l'activité que vous déclarez dans l'auto-entreprise ne soit pas celle de musicien-artiste intervenant. Voilà. Il faut vraiment que ce soit, et là, c'est normalement le cas, parce que c'est pourquoi nous partageons ce webinaire ensemble, il faut que ce soit vraiment pour l'enseignement de la musique, par exemple. Là, ça marche très bien. Vous pouvez très bien être enseignant de musique et parallèlement avoir un statut d'intermittent du spectacle et d'en bénéficier des indemnités. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. Vous allez, bon, il faut bien sûr le déclarer, hein, le fait que vous soyez auto-entrepreneur, hein, mais ça, voilà, ça ne va pas faire tomber vos droits à indemnité en tant qu'intermittent du spectacle. Mais quand vous allez déclarer cette activité d'auto-entreprise avec un certain chiffre d'affaires, hein, que vous allez déclarer auprès de l'URSSAF de façon trimestrielle ou mensuelle, eh bien ce montant de chiffre d'affaires va venir en déduction, va réduire le montant de vos indemnités. Voilà. Parce que si vous voulez, c'est pour ça que c'est juste pour le comprendre, c'est logique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher le chômage de l'intermittent du spectacle et en plus du chômage, ajouter une activité. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'administration dit « Ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez très bien être enseignant et être rémunéré, bien sûr, pour ça et avoir donc un chiffre d'affaires. Mais à ce moment-là, eh bien, évidemment, ça va réduire le montant de l'indemnité.
c'est évidemment, plus vous allez avoir de chiffre d'affaires en statut auto-entreprise, plus cela va réduire votre indemnité chômage en tant qu'intermittent du spectacle. Voilà, donc on peut le cumuler. Il faut que ce soit une activité différente et tout ce que vous allez toucher en auto-entreprise va réduire évidemment le montant du chômage. Ne va pas réduire vos revenus au total, en fait. Hein. On imagine bien que l'objectif, c'est que vous touchiez la même chose, bien sûr. Voilà. Après, la seule différence, c'est que vous travaillez et que c'est un argent lié à du travail et non à du chômage. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté et intégré par l'administration. Dernier sujet qui vraiment là, peut vous concerner donc, sur l'auto-entreprise et les cours à domicile chez le professeur en visio, donc le contexte du service à la personne. Si vous donnez des cours à domicile et si vous donnez des cours en visio, voilà, est-ce que vous pouvez faire bénéficier à vos élèves à domicile de la célèbre réduction d'impôt pour eux, vous savez, le service à la personne, 50% de réduction d'impôt. Voilà. Alors, oui et non, mais là, je vais vous expliquer pourquoi oui et non. Oui, parce que si vous avez donc un statut d'auto-entreprise, que vous allez, ça il y a de nos articles sur le blog qui en parlent, si vous allez déclarer votre activité d'auto-entreprise comme une activité de service à la personne, c'est-à-dire à domicile, vous allez avoir un agrément qui va permettre à vos élèves de bénéficier de la réduction d'impôt. Le problème, parce que là, bon, pour l'instant, on se dit, mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est justement de cumuler les deux. C'est-à-dire que si au sein de votre auto-entreprise, vous donnez des cours à la fois à domicile à certains élèves et en visio à d'autres élèves, là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire parce que l'administration n'aime pas le mélange, parce que n'aime pas, je dirais qu'il y ait des situations qui pourraient lui échapper, des situations de fraude, ou évidemment, si sous un même statut auto-entreprise, avec un agrément, vous avez des élèves à domicile ou des élèves en visio, l'administration se dit, mais comment il va y avoir la distinction. Le risque, c'est que ceux qui prennent les cours en visio fassent comme s'ils prenaient des cours à domicile, vous voyez, parce que vous êtes un professeur dans le service à la personne. Voilà. Donc ça, l'administration n'aime pas du tout ça. Voilà. Et donc, ne permet pas le côté hybride. Voilà, ne permet pas le côté à domicile ou en visio. Voilà. Donc, pour résumer, parce que là c'est un petit peu long, mais je voulais quand même vous expliquer le pourquoi du comment, je pense que c'est intéressant pour comprendre le mécanisme. Si vous donnez des cours donc, à domicile et en visio, il faut que vous choisissiez. Par exemple, pour les cours à domicile, il faut que vous ayez un statut auto-entreprise à domicile. Et pour les cours en visio, il faut que vous ayez une autre structure. Voilà, il faut que ce soit deux structures différentes. Alors, autre structure, quand je dis autre structure, pour les musiciens, pour bien connaître l'environnement de l'activité musicale, ça peut être une association éventuellement. Voilà, vous pouvez avoir une association qui vous permet de déclarer des cours, par exemple, en visio. Alors, ça peut être l'inverse. Hein. En fait, l'idée, c'est d'avoir deux structures. Une structure pour ce qui est à domicile et une autre structure pour les cours en visio. Voilà. Ça peut être dans un sens l'auto-entreprise à droite et l'association à gauche, ou l'auto-entreprise à gauche, l'association à droite. Voilà. Peu importe, mais il faut que ce soit deux structures distinctes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu le défaut hein, du système, c'est que un auto-entrepreneur, s'il donne des cours à domicile et en visio, vraiment au sein uniquement du statut auto-entreprise, en fait, il ne peut pas faire bénéficier à ses élèves à domicile de la réduction d'impôt. Voilà. Et Gersan, voilà, si tu peux parler un petit peu de ton expérience par rapport justement à ce mélange, si on peut appeler ça, entre à domicile, chez toi et en visio. Alors moi, c'est vrai que j'exerce les trois. Moi, je n'ai pas demandé cette exonération-là, puisque souvent, je passe par des plateformes comme Unisic qui proposent déjà en fait ce service-là d'exonération, ce qui est bien pratique pour mes élèves. Voilà, vous êtes obligé de toute façon de scinder l'activité. Est-ce qu'il est possible d'avoir un même statut entrepreneur dans un même statut, deux métiers différents? Si oui, comment gérer notre comptabilité? Quel est le code métier pour l'enseignement
de la musique. Gerson, le code enseignement culturel, est-ce que tu as… Oui, Voilà. j'ai le code, donc c'est le 8552Z. Et pour donc compléter avec ta réponse avec la question là, qui a été posée, à savoir s'il était possible d'avoir deux métiers différents. Alors, oui, tout à fait, mais vous avez quand même une activité principale en tant que de notre entreprise. Donc, voilà, il faut vous déclarer une activité principale et ensuite, vous pouvez avoir des activités annexes qui peuvent être relativement éloignées et je pourrais même vous dire un peu dans la réalité, c'est que de toute façon, ça ne pose pas vraiment de problème à l'administration que vous ayez comme ça des activités annexes au sein d'un même statut, à partir du moment où vous êtes bien identifié quand même avec une activité principale, majeure, hein, parce que dit comme ça, ce qui intéresse l'administration, c'est que vous payez bien vos charges, vous déclarez bien tout, vous payez vos impôts. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Voilà. Et évidemment que vous exerciez des professions autorisées, bien entendu. Mais bon, voilà. Mais ce côté un peu hybride d'activité, il est tout à fait possible et toléré et même clairement balisé parce que vous pouvez déclarer une activité principale et puis ajouter des annexes d'activités périphériques. Hein. Là où ça posera problème, c'est que si vous commencez à mélanger, effectivement, activité commerciale et activité non commerciale. Comme là, ça pose problème à l'administration, bien sûr, parce que là, vous avez des impôts différents, etc. Voilà. Donc ça, vous êtes quand même dans un cadre qui doit être un ensemble d'activités qui doit être similaire en ce qui concerne l'aspect commercial et non commercial. Deuxième question, le statut de professeur d'agrément permet-il de vendre des formations en ligne avec l'exonération de CFE? Est-ce le même code métier? Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est le fait que ce soit des formations en ligne, hein, ce n'est pas, ce n'est pas ça qui vous fait bénéficier de l'exonération, c'est vraiment votre statut de professeur d'art d'agrément. Ce n'est pas le statut de professeur d'art d'agrément à domicile, ou voilà, non, c'est le statut de professeur d'art d'agrément, donc quel que soit le moyen. Attention, pour les heures de cours, elles doivent être données par un organisme agréé par l'État. Oui, ça, c'était sur la question parallèle, enfin, pas la question parallèle, mais le complément d'information que Gerson, tu as donné, savoir que ces heures peuvent être identifiées par dans le quota d'heures de cachet d'intermittence. Hein, effectivement, il faut que l'organisme qui vous emploie pour ça soit et un code, d'ailleurs je crois un code 9 particulier, enfin, voilà, qu'il y ait un agrément particulier. Tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est là que je mets comme une petite nuance de la vraie vie, des vrais interlocuteurs pour l'emploi. Oui, mais il y a des interlocuteurs qui vont avoir plus ou moins de zèle autour de cette règle-là. Je vous dis ça, moi, par expérience de 30 ans de notre structure, il y a eu des cas où, curieusement, certains pouvaient bénéficier, d'autres non, et il n'y avait pas forcément de raison. Voilà. Voilà. Mais la règle, c'est bien celle-ci, hein, ça, je suis d'accord. Pour résumer, la visio avec une DIC permet-il bien à la famille la réduction d'impôts? Alors non, non, pas du tout. Je vais dire à cette question. Non, non. Alors, là, je dirais, quel que soit l'histoire de votre statut, service à la personne ou pas. Si tu veux conclure, Gersand. Je ne saurais que dire, c'était très complet. Par rapport à la plateforme Unizik, moi je l'utilise déjà avec des élèves qui m'ont contacté directement par Unizik et je peux dire que c'est très agréable. Il y a directement la fenêtre vidéo qui est dedans. On peut effectivement partager des fichiers dans la boîte de dialogue en dessous. La réservation se fait très bien. Enfin, en fait, on n'a vraiment rien à faire. Et ça, c'est très agréable pour le coup. Juste à valider les heures de cours qu'on a fait ensemble ou s'envoyer des messages dans le chat pour convenir d'un rendez-vous. Enfin, tout se fait sur la plateforme et c'est vrai que c'est assez sympa pour le coup. Tout est au même endroit, c'est centralisé, on n'a pas à se poser de questions. Voilà. Bien, belle conclusion, merci. Bon, donc j'espère que ce webinaire a pu
répondre à certaines interrogations que vous aviez. Voilà. En tout cas, pour l'instant, en une petite heure, on a essayé, notre volonté, c'était de parcourir au mieux ce sujet sans s'attarder trop sur chacun des sujets, parce que cela aurait été bien sûr beaucoup trop long. Merci à vous, merci à tous, et donc j'espère à bientôt sur Unizik. Merci à vous.